Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte La Grande Peur de 1789 et sa deuxième partie, le complot aristocratique. Dans le précédent épisode, nous avons vu des campagnes françaises frappées par la disette, la hausse du prix du pain et l'errance. Nous avons vu un monde paysan qui espère beaucoup, des états généraux convoqués par Louis XVI. Pour beaucoup, le roi semble enfin prêt à entendre les souffrances de son peuple. Mais l'année 1789 n'est pas seulement une crise économique et sociale, c'est aussi une crise politique. Les ministres successifs échouent à mettre en place un nouveau système fiscal, dirons-nous, équilibré, pour ne pas dire plus juste, qui permettrait de faire rentrer l'argent dans les caisses du royaume. À Versailles, les trois ordres s'opposent au sein des États généraux. Le temps n'est pas à la concorde. À Paris, les rumeurs se multiplient. Chacun soupçonne l'autre de vouloir imposer sa volonté par la force. Peu à peu s'impose alors une idée appelée à jouer un rôle considérable dans la Révolution, celle d'un complot aristocratique. Vrai, faux ou fantasmé, en tout cas, le plus important, c'est que l'idée circule. Il faut faire avec. Alors voyons comment cette idée du complot a pu naître, se diffuser et finir par embraser le royaume. En mai 1789, les trois ordres se réunissent donc à Versailles et entrent aussitôt en conflit à propos du vote par tête, le fameux vote par tête. Débute alors ce que l'on a appelé le long mois de mai, temps de la résistance passive du tiers, bien décidé à ne rien lâcher, et l'attitude du tiers bloque le processus. De leur côté, le clergé et la noblesse, s'ils acceptent le vote par tête, eh bien, ils perdent de facto le contrôle de l'Assemblée. Et dans ce cas, ils n'ont plus alors qu'à en vouloir la dissolution. À ce moment-là, la reine et les princes interviennent auprès du roi pour qu'il éloigne, pour qu'il renvoie le ministre du moment, Necker, qu'on juge en partie responsable de la situation. On souhaite peut-être le retour ou l'arrivée d'un homme à poigne pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. La tension est vive. Dès le milieu du mois de mai, on redoute un coup de force d'un des deux camps. La réunion des États généraux voulue par Louis XVI, sur l'insistance néanmoins des parlements, eh bien la réunion des États généraux fait chou blanc. Pire encore, elle sème finalement le désarroi, le doute et la peur. Ne dit-on pas que des troupes sont stationnées non loin de Paris pour intervenir contre le tiers ? Ni une ni deux en tout cas. Le 17 juin 1789, le tiers prend l'initiative et se déclare Assemblée nationale. Immédiatement, on se dit que la noblesse ne peut pas en rester là sans contre-attaquer. On est sûr qu'elle va réagir de façon violente. Et le roi, de quel côté penche-t-il ? Eh bien, le roi ne trouve rien de mieux que de faire fermer la salle dans laquelle se réunissaient les députés. Lors de la séance du 23 juin, il fait clairement comprendre à l'Assemblée qu'il se place du côté de sa noblesse et de son clergé. La crainte d'un renversement de situation en faveur du camp des privilégiés est à son comble. La reculade royale du 27 juin et la fusion des trois ordres avec un tiers majoritaire n'apaisent pas pour autant les tensions. L'idée d'un complot aristocratique persiste et crée des paniques à Paris, paniques qui sont relatées dès la fin du mois de juillet 1789.
Le bruit se répand que les errants, si on veut faire la liaison, si redoutés sont enrôlés au service de l'aristocratie. Comment cette association a-t-elle pu être envisagée? Eh bien, on a vu déjà que les armées avaient recours souvent à des soldats de fortune. Alors, ce qui avait cours hier ne serait-il pas valable encore en cette année 1789? On sait, on le voit, les errants sont en nombre. À Paris, ils sont visibles, il y a un chômage important et les sources attestent de leur présence. Il s'agit d'ouvriers sans travail et puis de paysans qui, exaspérés par la misère, ont quitté la campagne pour aller tenter leur chance à Paris. Le roi et la bourgeoisie, qui n'avaient pas plus de considération pour ces pauvres gens, leur appliquaient l'épithète de brigands, comme si toute cette masse de gens malheureux étaient des bandits de profession. On pense que n'importe qui en aurait les moyens, pourrait, le cas échéant, soudoyer ces pauvres airs pour organiser une attaque contre l'Assemblée. La province, elle, est informée de ce qui se passe à Paris, et la rumeur du binôme infernal noblesse et brigands se colporte et se propage. Les grandes villes que touchent les routes de poste comme Lille, Lyon ou Marseille reçoivent des nouvelles tous les jours de la capitale. Pour exemple, on peut dire que de Paris, il faut compter à peu près 2 jours pleins pour aller à Lyon, Bordeaux et Brest, 3 jours pour Avignon, Marseille et Toulouse, ou bien encore 4 jours pour Toulon et les villes de la région pyrénéenne. Notons, sans entrer dans les détails, qu'avec des courriers spéciaux, on peut aller plus vite. À titre d'exemple encore, la nouvelle de la réunion des 3 ordres, par exemple, fut apportée à Lyon en 36 heures. Lons le Saunier fut informé de la prise de la Bastille 35 heures après les faits. Les petites villes, on le comprendra plus aisément, les petites villes, évidemment, sont renseignées plus lentement. Pour informer, donner, porter des nouvelles, les particuliers utilisaient leurs domestiques. Et comme l'écrit l'historien Georges Lefebvre, ce fut principalement par ce moyen que fut véhiculée la Grande Peur. En mai et juin 1789, la Poste, pour satisfaire la curiosité des provinciaux, n'apporte que des lettres. En effet, les journaux de Paris tardent beaucoup à donner les comptes rendus des séances de l'Assemblée. Le journal de Paris, par exemple, ce qu'on appelait le journal de Paris, est seulement daté du 20 mai, soit 15 jours après l'ouverture des États. Puis, il y a de nouvelles feuilles ensuite qui vont sortir, des feuilles très politiques qui vont paraître et circuler à partir du mois de juillet. En province, la presse parisienne est aussi, il faut le noter, peu répandue. Quant aux journaux provinciaux en eux-mêmes, ils ne relatent les événements parisiens qu'avec un grand décalage. Alors, les nouvelles circulent surtout par la correspondance privée et par les conversations des voyageurs. Alors on peut aisément penser dans ce cas que la véracité d'une information n'est pas garantie, et qu'une information, par la force des choses, peut être déformée par le bouche à oreille. Les assemblées de bailliage s'organisent, elles, de leur côté, pour que leurs députés restent bien en lien avec elles pour suivre au plus près les travaux de l'Assemblée. On met donc en place des comités de correspondance qui permettent d'être en contact épistolaire avec les députés pour que ces derniers rendent compte de tout ce qui est en train de se passer à Versailles. La plupart du temps, la correspondance des députés est lue à l'hôtel de ville ou sur la place.
L'historien Georges Lefebvre écrit que cette correspondance excitait une curiosité extraordinaire, et il écrit qu'on attendait les nouvelles de Versailles avec impatience. Après le 14 juillet, certaines villes rechignent à transmettre toutefois à leurs habitants ce qui est en train de se passer à Paris, parce que certaines villes craignent que cela donne de mauvaises idées à leurs concitoyens. On peut imaginer que l'information aussi est transmise à l'état brut. Il est difficile de faire des recoupements, et on peut imaginer qu'une lettre de député a vite fait de devenir parole d'évangile. Dans les campagnes, on tâche de faire circuler des comptes rendus manuscrits également, mais il faut penser que environ 5 ou 6 millions de gens des campagnes ne connaissent pas la langue nationale, ne parlent pas français. Alors, ceci étant dit, voyons maintenant ce que les villes perçoivent du complot aristocratique. Alors, la province, informée donc de ce qui se passe à Paris et Versailles, est tout à fait disposée à croire elle aussi au complot aristocratique, et les sources en attestent. Paris et les villes de province sont communément dans le soupçon. Peu importe que le complot aristocratique soit finalement réel ou partiellement réel ou même largement fantasmé. Ce qui compte historiquement, c'est que les villes et les campagnes de 1789 croient à ce complot aristocratique suffisamment réel pour s'organiser contre lui. Le sentiment de complot se nourrit aussi par l'attitude des nobles. Dans les villes, les nobles, on les croise, ils sont visibles. Et leur attitude, leur comportement, parfois hautain, on pourrait dire aujourd'hui leur conscience de classe, leur sentiment de supériorité, laisse présager qu'ils ne seront pas prêts à abandonner quoi que ce soit. Il est fait aussi mention, venant des plus hautes sphères de la noblesse, de propos rapportés qui dénigrent ou menacent le tiers. De son côté, la noblesse, elle aussi, accuse le tiers d'inciter à l'insurrection. Donc on s'accuse mutuellement. C'est ce qui rend la tension très forte. À partir du 20 juin 1789, la nouvelle Assemblée nationale est menacée déjà de dissolution. Les députés du tiers demandent à leurs commettants de leur envoyer des adresses qu'ils transmettront au roi. Alors, une adresse est un texte officiel qui est envoyé à une autorité, là en l'occurrence le roi, pour lui exprimer un soutien, une demande, une protestation, des félicitations, etc. Et dans le cas qui nous concerne, ces adresses servent à soutenir les députés du tiers, à légitimer leurs décisions, à montrer que la province a l'appui de l'Assemblée, ou plutôt que l'Assemblée a l'appui de la province. Ces adresses servent à faire pression politiquement aussi sur le roi. Cela appuie l'idée d'une politisation bien rapide tout de même du royaume. La naissance aussi d'une opinion publique active. Ça montre la circulation accélérée des informations et surtout le lien nouveau entre représentants et représentés. L'Assemblée nationale cherche donc déjà à s'appuyer sur le pays réel, pourrait-on dire, contre une éventuelle dissolution. Pour exemple, les adresses qu'on a pu étudier mentionnent la séance royale du 23 juin, quand Louis XVI se fait d'une certaine façon menaçant. Ces adresses aussi mentionnent ou prennent acte de la réunion des ordres, de la fusion des trois ordres. Et ces adresses, elles s'en félicitent. Dans ces adresses, il est question aussi du départ de Necker. Et puis, on exprime aussi la crainte d'un coup d'État militaire. Peu après le 14 juillet, les adresses qui partent pour Versailles expriment leur réprobation sur la conduite politique
prises par les autorités. Louis XVI, informé des révoltes, des soulèvements, renseigné par les cahiers de doléances et ses fameuses adresses, devait être tout de même bien conscient que quelque chose ne tournait plus très rond dans le royaume de France. Les villes de province témoignent certes de la situation, mais elles agissent aussi. On contraint parfois physiquement les représentants du gouvernement, on menace. On saisit les caisses publiques, les magasins de poudre, on empêche quelquefois le grain d'être emporté vers Paris. Parce qu'à tort ou à raison, on se dit, tiens, ce grain qui part pour Paris et qui va nous manquer, ce grain pourrait, le cas échéant, servir à alimenter, nourrir des troupes hostiles au peuple. Donc, dans les villes, on forme des milices. En fait, la province anticipe les attaques qui pourraient être lancées par les autorités, par le gouvernement. Lesquelles précisément, on ne sait pas, mais dans le doute, on se prépare quand même. Face à ces mouvements, l'autorité supérieure est alors réduite à l'impuissance. C'est quelque chose que nous avons souvent dit. Les municipalités d'Ancien Régime sont ainsi vite débordées. Ce mouvement national, dixit Georges Lefebvre, ce mouvement national a devancé la prise de la Bastille. Mais la prise du symbole du despotisme royal et de l'arbitraire a bel et bien assuré toutefois le succès et l'extension de ce mouvement face à ce qu'on appelle la contre-révolution. À ce moment-là, les municipalités ont toutes partagé l'autorité avec les comités pour finir par s'effacer progressivement. Ce que l'on a qualifié, que l'on qualifie de révolution municipale, soutient la comparaison avec la Grande Peur. L'insurrection parisienne et les émeutes urbaines ont alerté les campagnes. Elles ont encouragé les paysans à se soulever. Et ces soulèvements, à leur tour, ont causé l'effroi. Il est difficile, néanmoins, de savoir ce que le paysan a dit ou pensé, puisque majoritairement il n'écrit pas, il n'a pas laissé de témoignages, il n'y a pas de traces écrites. Et pour se faire une idée de l'ambiance, on peut, le cas échéant, quand il y a trace de cela, on peut se référer au registre de catholicité. Parce que ces registres peuvent effectivement nous aider à saisir l'atmosphère du moment. Ces registres, ils sont tenus par le clergé, ils concernent les baptêmes, les mariages, les sépultures, et on y lit parfois des annotations. Parfois. Et donc des curés ont pu ajouter des commentaires, des observations, ils ont pu relater des événements, faire part des réactions des populations, mentionner les peurs. Ils peuvent raconter aussi s'il y a eu des passages de brigands, s'il y a eu des troubles locaux, etc. Donc ces registres de catholicité peuvent être source d'informations. Dans le Maine, ces registres sont particulièrement explicites. Les curés relaient ou expriment les idées selon lesquelles on ferait passer le blé à l'étranger. Ils parlent aussi de l'association entre noblesse, aristocratie et haut clergé, au détriment des masses. Il y a des curés qui sont sensibles à cela. Certains écrivent à propos aussi de conspiration infernale contre les députés les plus zélés. On pourrait se dire, remarquer que le bas clergé, finalement, semble solidaire de ces ouailles dont il connaît et partage les misères et les espoirs du moment.
Pour en revenir à un particulier, il y a un habitant de Bugey, dans l'Ain, qui écrit par exemple que la reine sollicite l'aide militaire de son frère. Donc on est au début de la Révolution, en 1789, et on se dit que certains ont tout de même l'air d'être bien informés. Et puis il est probable aussi que dans la quantité de documents qu'on peut avoir, eh bien évidemment il doit y avoir toutes sortes de racontars qui circulent et des choses plus ou moins farfelues. Mais ce qui peut nous apparaître saisissant, c'est que certaines choses dites ou rapportées sont quand même bel et bien vraies. Il apparaît aussi que cette idée du complot aristocratique est antérieure à la prise de la Bastille et à ce qui se passe à Versailles. Et donc, visiblement, les paysans se sont mis obscurément, je reprends le terme de Georges Lefebvre, les paysans se sont mis obscurément à redouter ce complot dès la nouvelle de la convocation des États généraux en juillet 1788. Dans les campagnes, le seigneur est craint et son château continue de symboliser le pouvoir et plus concrètement la violence physique est potentielle puisque symboliquement ou pas finalement le château abrite des armes et des soldats. Pour mesurer la méfiance qui règne alors entre les paysans et les seigneurs, on peut citer l'épisode du château de Quincé près de Vesoul, le 19 juillet 1789, donc 5 jours après la prise de la Bastille. Donc ce jour-là, on célèbre les événements, la population est invitée au château pour célébrer les événements qui ont eu lieu à Paris. Et puis il y a une explosion qui a lieu, mais vraiment une explosion qui est accidentelle. Mais aussitôt, les paysans, la population présente, voient dans cette explosion la preuve d'un piège tendu par l'aristocratie. Ils sont persuadés qu'on a voulu les attirer sur place pour les massacrer. Donc ils se retournent contre le château et l'incendie, le détruisent. Donc l'épisode montre bien à quel point la peur et le soupçon déforment désormais la perception des événements. Des historiens n'hésitent pas à employer aussi le terme de vengeance pour nommer l'attitude des paysans à l'égard du Seigneur, ou du moins face à l'ordre seigneurial. Et leurs actions sont très rarement des actions contre les personnes. Autrement dit, on ne tue pas les seigneurs pendant l'été 89. On s'en prend plutôt au bien. Parfois, on refuse d'acquitter les redevances. Et dans certaines provinces, on demande même leur abolition. On brûle les archives. Et quelquefois, on l'a vu, on va jusqu'à brûler les châteaux. Mais par rapport au terme de vengeance, il y a sûrement une rancœur très 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 ancienne du paysan à l'égard du Seigneur. Dans cette colère contre le Seigneur, on peut voir aussi une volonté de tenir en respect une noblesse que l'on juge néfaste pour le roi. On est encore peut-être dans une période où on reste attaché à la personne du roi, sinon à la personne de Louis XVI. Il y a encore peut-être cette idée que le roi serait bon par nature, mais qu'il serait mal entouré, mal conseillé. On raconte dans certains endroits aussi que les aristocrates dissimuleraient les ordres du roi, dissimuleraient les bons ordres du roi, les bonnes décisions qu'il aurait prises et qui iraient dans le sens du progrès. Parfois, certaines personnes, des compagnes, se targuent carrément d'agir au nom du roi. Et il y en a d'autres qui vont jusqu'à faire circuler de faux ordres écrits du roi. Après tout, nous l'avons dit, il a convoqué les États généraux et demandé la rédaction des lettres de doléances. Donc, à ce moment-là, on peut penser que le roi jouit encore d'un crédit
plutôt favorable. Les révoltes paysannes grossissent après le 14 juillet, et le caractère antiseigneurial est toujours bien présent, mais après la prise de la Bastille, le caractère antiseigneurial est accentué par le complot aristocratique et l'insurrection parisienne. Les révoltes paysannes sont portées par la colère, mais aussi, nous l'avons dit dans notre premier épisode, les révoltes paysannes sont portées aussi par un formidable espoir. Et les paysans pensent réellement qu'ils inaugurent une ère nouvelle et que rien ne sera plus comme avant. En Beauce, le 28 juillet 1789, on a trace d'un écrit du curé de Moreil qui dit « Au bruit que les habitants ont appris que tout allait prendre une nouvelle face, ils se sont mis à refuser la dîme et le champard, se croyant autorisés, disent-ils, par la nouvelle loi à venir. » On assiste aussi à des révoltes particulièrement violentes, tout de même, dans certains endroits. Dans la plaine normande, en Franche-Comté, en Alsace, dans le Hainaut, et particulièrement dans le Mâconnais. C'est un cas qui est bien connu des historiens grâce aux documents judiciaires. Dans toutes les provinces, on arrêta un grand nombre de paysans de façon immédiate. Il y a eu répression. La haute bourgeoisie prend la tête de la répression parfois, ou bien c'est l'armée qui agit. L'action judiciaire n'est pas la même selon les régions, mais parfois on pend ou on envoie aux galères. Selon le vocabulaire employé à l'époque, nous l'avons dit aussi, les insurgés sont qualifiés de brigands, qu'il s'agisse des actions menées au printemps ou en juillet 1789. Certes, il y eut des brigands, probablement, mais la grande majorité des révoltés ne sont pas des malfaiteurs. Et dans le Mâconnais, par exemple, eh bien, on a affaire à des domestiques, des vignerons à gages, des grangers ou métayers, des artisans et des boutiquiers, et puis aussi des laboureurs, des fermiers, des meuniers, les fameux brands de vigniers. Tous ces gens sont venus dans les châteaux pour détruire, mais pas pour voler. Ils sont là pour détruire les symboles de la domination seigneuriale, les châteaux et les terriers. Ces révoltes, la plupart du temps, sont anarchiques et sans plan. On n'est pas obligé de voir dans ces émeutes aussi l'image d'Épinal du pauvre agressif qui voudrait s'en prendre à celui qui est riche. Il s'agit plutôt de se débarrasser des charges qui écrasent, c'est-à-dire les impôts indirects, dîmes et droits féodaux. Leur poids change d'une province et d'une paroisse à l'autre. Le régime féodal comporte en plus une variété infinie, donc les revendications varient selon les paroisses et les régions. Ces soulèvements ne sont pas non plus des actes de folie collective, mais c'est bien des actes de justice. Et comme l'écrit l'historien Georges Lefebvre, ce n'est pas seulement la haine qui attise les paysans. Et pour l'anecdote, Georges Lefebvre écrit « Ce n'est pas seulement la haine qui anime nos paysans ». Concernant le Mâconnais, il y a une sorte de joie à prendre du bon temps. On a des sources par rapport à cela, et ces révoltes, c'est aussi un temps où on peut oublier sa vie de labeur, sa vie de misère. Et ces révoltes prennent parfois l'allure de véritables célébrations populaires. Il y a dans ces débordements quelque chose de joyeux et de festif, comme on dirait aujourd'hui. Et quand on arrive dans les châteaux, par exemple, la première chose qu'on demande, c'est à boire et à manger. Et on demande des omelettes et du jambon. Et on signale aussi qu'il n'y a pas d'attaque sur les femmes.
Ces révoltes agraires sont surtout d'un intérêt capital dans l'histoire de l'abolition des droits féodaux et de la dîme, qui comptaient parmi les pièces essentielles dans l'armature de l'Ancien Régime. Elles sont en rapport, ces révoltes agraires, avec les bruits du complot aristocratique, sans lesquels on ne peut comprendre la Grande Peur. Dans certaines régions, elles en ont été la cause immédiate. Ce qui s'est passé dans le Mâconnais et la Franche-Comté a infusé dans l'Est, le Sud-Est et une partie du Massif central. Mais lorsque la peur survient, le paysan est déjà en état de révolte. Les campagnes sont donc déjà en mouvement. Les châteaux brûlent parfois, les redevances sont contestées, les autorités sont débordées. Mais un autre phénomène va bientôt se greffer sur cette agitation, phénomène de la crainte des brigands. C'est cette peur du brigand, des brigands, qui va transformer des inquiétudes locales en une immense panique collective. La victoire du 14 juillet 1789, victoire du peuple de Paris, ne fait pas taire le bruit du complot aristocratique. Et on se prépare à la riposte. La réaction du tiers contre le complot provoque en elle-même, des troubles dans les villes et les campagnes. Et ces troubles augmentent à leur tour l'impression d'insécurité. Cela augmente le nombre des paniques locales dans le contexte des moissons qui approchent et la peur des errants. On pense que la répression des soulèvements dans les villes envoie les brigands sur les routes. C'est la conséquence la plus importante des troubles dans les campagnes. Vulgairement parlant, c'est le bazar en ville et ça va venir chez nous. C'est le bruit qui court à partir du 14 juillet. Le bruit de l'union maléfique entre brigands et aristocratie. Et cela ne concerne pas seulement Paris. Bordeaux, par exemple, dans le sud-ouest, passe aussi pour un centre de dispersion de brigands. À ce moment-là, on pense que toutes les grandes villes sont concernées par le phénomène. Les circonstances économiques et sociales, la disette et le nombre important des errants en ce temps-là concourent à l'émergence des paniques locales dont la propagation constitue la grande peur. Le phénomène prend alors une extension extraordinaire et se transforme ainsi en un événement national. Ainsi, à la fin de juillet 1789, les campagnes françaises sont armées, inquiètes et persuadées de l'existence d'un complot aristocratique et convaincues que des brigands parcourent les routes. Il ne manque plus qu'une étincelle pour que ces peurs locales se propagent à l'échelle du royaume. Et cette étincelle, ce sera la grande peur. Je vous raconte s'achève, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour la prochaine et dernière partie de notre podcast consacré à la grande peur.